Jeudi 15 mai, Madame, Monsieur, Yaorana, bonsoir et bienvenue dans le journal de Tahiti Nui Télévision. Tout de suite, les titres que nous allons développer ce soir. Le maire de Tumar'a et président du SPCPF condamné à 2 ans d'inéligibilité. Cyril Tetouanoui a vu sa peine confirmée ce matin devant la cour d'appel. Une peine disproportionnée selon son avocat qui annonce un pourvoi en cassation. C'est une première, une délégation du Tapura Huir Atira compte faire entendre sa voix lors du comité spécial de la décolonisation de l'ONU. Objectif pour les autonomistes, ne pas laisser le champ libre au discours indépendantiste. Il s'en explique dans ce journal. Réaction entre autres juste après du maire de Puna'auia, Simplicio Lissan est notre invité ce soir. Le jeudi, c'est aussi votre rendez-vous sportif avec Oriano Tefou. Dans ce journal, toute l'actualité de nos athlètes locaux à l'étranger. Et puis restez avec nous, le Heiva 2025 est annoncé officiellement. Nous vous livrerons tous les détails de ce grand rassemblement culturel très attendu. Cette année, des nouveautés sont au programme. C'est à voir à la fin de ce journal. 2 ans d'inéligibilité et 6 mois de prison avec sursis pour Cyril Tetouanoui. C'est donc la cour d'appel qui a confirmé ce matin la peine prononcée en première instance à l'encontre du maire de Tumar'a et président du syndicat des communes. Ce dernier compte se pourvoir en cassation sur les conseils de son avocat, ce qui aura pour effet de suspendre sa peine. Nicolas Pérez a assisté à ce procès en appel. Peine confirmée pour le maire de la commune de Tumar'a, Cyril Tetouanoui. La cour d'appel a rendu ce matin ses jugements dans 2 dossiers intéressants, celui qui est aussi le président du syndicat pour la promotion des communes. Le premier concernait des faits de harcèlement moral à l'encontre du directeur technique de sa commune. Cyril Tetouanoui a vu sa peine de première instance confirmée. 6 mois de prison avec sursis et 2 années d'inéligibilité. Il devra également indemniser la victime à hauteur de 600 000 francs et verser plus d'1 million de francs à la CPS pour les frais engagés. L'inéligibilité est surprenante puisque c'est un litige d'un fonctionnaire contre la commune de Tumar'a dont M. Tetouanoui est maire. À l'occasion de ce litige, le fonctionnaire a déposé une plainte pour harcèlement suite à un déplacement de ses fonctions de bureau au centre des jeunes adolescents de la commune. Et le parquet puis la cour ont tiré des arguments pour considérer que c'était un harcèlement au sens pénal, ce qu'on le conteste puisqu'il y a un fait unique et non réitéré. Reste que Cyril Tetouanoui a échappé à ce qu'avait requis à l'audience l'avocat général. L'exécution provisoire de la peine de 2 ans d'inéligibilité, ce qui aurait conduit à la perte immédiate de ses mandats, même en cas de pourvoi en cassation. Dans le second dossier, il était poursuivi pour détournement de biens publics. Sa condamnation de première instance à une amende de 250 000 francs a été confirmée. Mais la cour d'appel a en plus prononcé 1 année d'inéligibilité. Ce dossier portait sur l'utilisation d'un bateau communal, notamment à des fins personnelles. Le dossier en lui-même et les faits sont absolument dérisoires. C'est une peine qui est absolument disproportionnée par rapport à l'enjeu de ce dossier. Et d'ailleurs, en première instance, le tribunal correctionnel n'avait pas prononcé d'inéligibilité, ramenant un peu les choses à leur juste mesure. Donc, on n'a pas eu le temps encore d'en discuter précisément avec M. Tetouanoui, mais je vais lui conseiller évidemment de former un pourvoi en cassation contre cette décision. La troisième affaire, en lien avec des travaux de bitumage inachevés, a été renvoyée en fin d'année suite à une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la prescription des faits déposée par la défense. En première instance, Cyril Tetouanoui avait été condamné à 6 mois de prison ferme, 300 000 francs d'amende et près de 17 millions de francs de dommages et intérêts.
C'est l'épilogue d'une série judiciaire qui a ému le Fénois. Ce matin, la cour d'appel de Papeete a rendu sa décision dans l'affaire d'Ari Matatini Veira Aroa, ce père de famille qui traitait les crises d'épilepsie de son fils avec du cannabis. Il a été déclaré coupable, mais les juges ont décidé de le dispenser de peine. Herehau Teariki et Sam Teinaure ont recueilli sa réaction à la sortie du tribunal. Merci à toi. Le calvaire judiciaire de ce père de famille est enfin terminé. En plus d'être dispensé de peine, sa condamnation ne sera pas inscrite à son casier judiciaire. Ari Matatini est aujourd'hui soulagé. Oui, carrément, parce que là, mon fils a 14 ans, tu vois, être sous le stress pendant 14 ans et toujours la peur au ventre aussi, hein, de voir les flics venir et tout ça. Et comme aussi il y a eu un bon présage, mon fils ne faisait pas de crise, pour moi c'était un bon présage. Pour moi, je me suis dit, peut-être de son côté me donner de la force. En première instance, Ari Matatini avait été relaxé. Ce matin, les juges l'ont déclaré coupable. Moi, c'est quelque chose qui me pose problème et qui me touche. Maintenant, on entend malgré tout le geste qui est fait par la Cour d'appel et la prise en compte de la situation, puisqu'il y a une dispense de peine qui a été prononcée, ce qui veut quand même dire que la Cour a été sensible à la situation de M. Veira Aroa et qu'elle a estimé qu'au regard du contexte, on ne pouvait pas prononcer une peine pénale, une peine que ce soit d'emprisonnement ou d'amende, pour ce papa. Cette décision marque la fin d'une procédure qui a débuté il y a 2 ans, en avril 2023. Une page douloureuse qui se tourne pour la famille de Ari Matatini Veira Aroa. Et on referme ce volet judiciaire pour parler politique. C'est une première. Une délégation du Tapura Wiratira participera au comité spécial de décolonisation de l'ONU. Elle part demain au Timor oriental. Un choix pour ne pas laisser le champ libre au discours indépendantiste, expliquent les intéressés. Alors Philibert et Matai Horei. Ils sont 3 et constituent la première délégation autonomiste du Fénois invitée au séminaire régional du comité des 24. Comité spécial de décolonisation qui examine chaque année la liste des territoires non autonomes. Tepuaraur Iterithei, au titre de représentante Tapura Wiratira à l'Assemblée, et Moerani Frebo, en tant que députée, ont déjà participé à la dernière réunion annuelle de la 4e commission à New York. Avec eux, un autre marquisien, Benoît Kautei, président de la CODIM, partira dès demain au Timor oriental, un déplacement pour porter une autre voix que celle du Tavini Wiratira face aux instances internationales. Il y a 3 choses en fait qui nous ont poussés à y aller. Toutes ces choses-là nous montrent la radicalisation du Tavini Wiratira. Alors tout d'abord, c'était donc la résolution qui a été prise lors du comité spécial de décolonisation, où on nous parle donc de cette république fédérale de Maohinui avec cette constitution que les élus de l'Assemblée sont censés avoir reçue et que nous n'avons jamais reçue. Le deuxième sujet, c'est une commission d'enquête qui a été votée en commission des institutions qui alloue un budget de 25 millions pour l'évaluation des enjeux stratégiques et géopolitiques de la Polynésie française. Et le troisième élément plus récent, c'est l'effacement du 29 juin. Côté Tavini, le président de l'Assemblée, son directeur de cabinet et la déléguée du pays aux affaires internationales feront le déplacement. Si ce séminaire permet de préparer d'autres auditions au mois de juin et d'octobre, les autonomistes invitent une nouvelle fois l'ONU à venir constater par elle-même la situation du Fénois. On ne veut pas aller porter un message partial à l'ONU. On les invite tout simplement à venir en Polynésie parce qu'on est persuadé qu'en venant eux-mêmes, ils se rendront compte d'une évidence qui est celle qu'on dispose de tous les outils nécessaires pour notre développement. Le C24 se réunira du 21 au 23 mai à Dili, au Timor oriental. À leur retour, les participants autonomistes s'engagent à faire un bilan de leurs échanges sur place.
Voilà, et réaction entre autres ce soir du maire de Punaauia, Simplicio Lissan. Yaorana. Oui, Yaorana, Sophie, je voudrais saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Et merci à vous d'être présents sur le plateau de TNTV. On l'a entendu, le Tapura Huiraatira est donc en ordre de marche pour le comité spécial de la décolonisation de l'ONU. C'est une première, c'est important de ne pas laisser finalement le Tavini seul s'exprimer là-bas. Oui, tout à fait. À notre sens, en tout cas, les autonomistes, toutes ces démarches à l'étranger pour parler de l'indépendance du pays doivent être accompagnées aussi de l'autre partie des voix, des autonomistes, pour que les auditeurs sur place puissent avoir les messages des deux côtés et puissent être informés de la réalité de ce qui existe dans notre pays. Et donc, je remercie nos 3 collègues qui ont accepté cette lourde tâche d'aller de faire le déplacement et de porter aussi la voix des autonomistes auprès de ces institutions. Alors, on l'a entendu également, Simplicio Lissan, Cyril Tétouanoui a donc été condamné en appel à 6 mois de prison avec sursis et surtout 2 ans d'inéligibilité. Il est aussi suspecté dans un autre dossier de détournement de fonds publics. Est-ce que l'exemplarité ne doit pas primer lorsqu'on a été élu par le peuple, mais aussi qu'on est président, qu'on est à la tête d'un syndicat qui représente les Tavana de Polynésie? Oui, je pense que tout le monde s'accorde à dire que l'exemplarité doit être le modèle, en tout cas, de tous les élus. Et j'ose espérer que les élus, dans leur grande majorité, le font. Bon, concernant M. Tavana Cyril Tétouanoui, il faut dire que dans l'exercice de nos fonctions de Tavana, on n'est pas à l'abri de petits problèmes de ce genre-là. On parle quand même de détournement de fonds publics, d'harcèlement moral. Oui, tout à fait, mais laissons donc la justice juger l'affaire jusqu'au bout. Donc il a droit à un appel en cassation. La décision n'a pas validé la demande d'exécution immédiate. Ça a été suspendu, donc faisons confiance à la justice. Il a droit donc à un recours en cassation et on verra la suite de cette histoire. Alors les communes qui devraient bientôt voir leurs compétences élargies, un texte en tout cas au Sénat a été adopté en ce sens hier. Il doit encore être examiné à l'Assemblée nationale. Concrètement, vous à Punaauia, Simplicio Lissan, comment est-ce que cela se traduirait ? Oui, effectivement, à Punaauia, comme dans d'autres communes d'ailleurs, depuis tout temps, donc les Tavana, les communes, les Tavana notamment, ont toujours été très sensibles à la situation sociale, bien souvent, de leur population. D'ailleurs, ce sont des élus de proximité de choix, et la population, en premier lieu, vient voir le Tavana pour résoudre des problèmes. Et donc... ça va vous aider, finalement, dans le volet social, tout à fait. notamment. Donc, si la loi organique de 2024 a scindé les compétences en deux, donc une grande partie donc, au pays et une partie aux communes, notamment environnementales et autres. Mais s'agissant des sujets sociaux, par exemple, ou jeunesse et tout, la vie de tous les jours des communes, on est confronté à cette nécessité d'animer la commune, de venir aider la population et de tout temps. Donc les communes ont toujours mené des actions et qui sont, là on dit un peu borderline par rapport à la loi. Et donc le projet de loi je remercie les 2 sénateurs, donc nos sénateurs qui ont défendu ce projet de loi, d'essayer de régulariser la situation des Tavana, non pas dans le sens de transférer entièrement la compétence, là n'est pas la question, mais de permettre aux Tavana, sous certaines conditions bien sûr, d'exercer parfaitement ces actions au bénéfice d'abord avant tout des populations qui en ont besoin. Ce sera bientôt chose faite. La prochaine échéance pour les Tavana, elle est importante. C'est les municipales l'an prochain. On imagine bien sûr que vous vous représenterez à Simplicio Lissan. Oui, bien sûr, je confirme ce soir que mon équipe, Teoturo, donc, et moi y compris, donc, on se représente pour les prochaines mandatures parce que, je considère que le travail, avec les 2 années plus ou moins un peu perdues, on a été un peu bloqué avec la gestion du Covid, nous a pas permis d'atteindre complètement nos objectifs et nous avons de vrais projets à défendre et nous sommes candidats pour une prochaine mandature. Et le mandat d'un maire qui pourrait aller jusqu'à 7 ans.
Oui, tout à fait. Donc les discussions sont en cours. Donc on attend la confirmation avec des calendriers d'élections qui se tamponnent un petit peu. Il est fort possible donc la prochaine mandature soit d'une durée de 7 ans, comme ça a pu être par le passé parfois. Alors, on va parler d'un autre sujet qui fait beaucoup réagir ces dernières semaines à Punaauia, c'est celui bien sûr du parc Vairei. On entend dire ces derniers jours qu'il ne pourrait plus accueillir d'événements. Ce soir, est-ce qu'on peut faire un point sur la situation, Simplicio Lissan? Oui, tout à fait. Merci donc de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Effectivement, la commune de Punaauia a toujours été une commune très animée et nous avons toujours, encouragé toutes les organisations, les animations de toutes sortes, et notamment la culture, aider nos artistes à s'exprimer. Mais le site qui a été choisi, donc effectivement, convient tout à fait peut-être aux yeux de certains, mais c'est un espace en plein air. Et le grand souci qu'on a dans cette affaire, donc, c'est les problèmes de nuisance que doivent subir toute la population aux alentours. Et deuxième chose que je dois dire, c'est qu'au départ, on était favorable, hein, donc on a laissé faire, mais sauf que la récurrence a augmenté. Et dès l'année dernière, j'avais déjà attiré l'attention du gestionnaire du site, qui est le G2P, sur la nécessité de limiter le nombre de concerts afin de ménager, bien entendu, aussi la population aux alentours. Et dorénavant, de couper le son à 22h. Hein. Voilà, donc on a mis en place des dispositions un peu plus coercitives pour respecter au moins le droit à la tranquillité de nos concitoyens. Aujourd'hui, on en est où alors finalement? Aujourd'hui, donc, on applique ces quelques, conditions supplémentaires, y compris aussi la vente d'alcool qui doit s'arrêter 2 heures avant la fin à 20h. À 20h, plus d'autres dispositions, de manière à ménager un peu nos administrés. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, les administrés qui vont, pas seulement aux alentours, qui vont jusqu'à Miri, voyez-vous, commencent à se plaindre, et j'ai des plaintes qui tombent, et donc au bout d'un moment, il faut bien qu'on arrête. Je considère que Punaauia a donné... Vous allez continuer d'être plus ferme, les événements vont s'arrêter. Quelles sont les décisions? En tout cas, ma décision a été un peu pour tenir compte des uns et des autres, de maintenir, mais dans ces conditions, en tout cas. Donc les événements sont maintenus dans ces conditions. En attendant, bien sûr, des décisions ultérieures, si on a des plaintes complètement à la population, me demander d'interdire. Je suis maire quand même avant tout des administrés de Punaauia. C'est mon rôle de garder la quiétude. Surtout qu'on prône pour une bonne qualité de vie à Punaauia. Et c'est le cas, effectivement, pour être une administrée de Punaauia. Merci beaucoup, Simplicio Lissan, d'avoir été notre invité ce soir. Merci. Dernière ligne droite pour la future charte de l'éducation, véritable guide de tous les acteurs et les partenaires de l'éducation. Ces derniers étaient réunis à la présidence ce matin. Un moment d'échange et de concertation avec le ministre de l'Éducation. Comme en 2017, cette nouvelle charte mettra l'accent sur l'apprentissage des langues et des cultures polynésiennes. Samteinaure Herehau Tiariki. Ambiance bon enfant ce matin à la présidence lors de l'ultime consultation pour la rédaction de la nouvelle charte de l'éducation. Tous les maillons de la chaîne éducative étaient réunis pour élaborer ce qui devrait être la nouvelle Bible pour l'éducation de nos enfants. J'espère bien d'abord, pour commencer, que ce soit la Bible des enseignants, ça c'est important, et des parents, oui, pourquoi pas. C'est la raison pour laquelle on a demandé à ce que cette charte soit la plus accessible possible à tous. Parce qu'en général, ce type de texte, on n'a pas envie de les lire. Moi-même, quand j'ai commencé ma carrière d'enseignant, c'était tout technique, je ne comprenais rien. Comme pour la charte de 2017, un accent particulier était mis sur l'apprentissage des langues maternelles des enfants polynésiens. Le système éducatif dispose de plus de moyens pour enseigner la langue polynésienne, comme les parents. On a des parents qui ne maîtrisent absolument pas l'anglais. Et pourtant, ils font des efforts à la maison. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'équipent en ouvrages. Ils s'équipent en outils informatiques, ils s'équipent avec des morceaux de chant, etc. etc. Bien. Que chaque foyer s'équipe parce qu'il y a énormément d'ouvrages. De Turo Rapota à Orihiro, mais aujourd'hui il y a des nouveaux auteurs qui ont énormément écrit des ouvrages destinés à nos enfants. Il y a même des sites sur lesquels l'approche par l'informatique existe. Il y a des jeux qui existent. À l'issue de cette dernière journée de travail, le ministère synthétisera et compilera toutes les orientations afin de livrer une première ébauche en janvier prochain pour une application dès la rentrée d'août 2026.
L'économie polynésienne s'est bien portée en 2024. L'Institut d'émission d'outre-mer a dressé son bilan de l'an dernier. Un bilan globalement satisfaisant avec une confiance toujours affichée des entreprises. Le climat des affaires est donc favorable, mais dans un monde d'incertitudes croissantes sur le plan international. Les précisions de Thomas Chabrol. La confiance est restée solide en 2024. L'économie polynésienne a maintenu son dynamisme avec une conjoncture favorable. L'indicateur du climat des affaires n'a pas faibli depuis la sortie de la crise Covid-19. Le marché du travail se porte bien. Les Jeux Olympiques ont même eu un effet sur l'emploi. Aussi bien au niveau des entreprises que des ménages, la situation reste bonne. Alors je précise tout de suite en moyenne, il y a toujours effectivement des entreprises ou des ménages pour lesquels la situation reste très difficile, mais globalement la situation s'est améliorée. En 2024, les ménages ont exprimé leur confiance. Les crédits à la consommation ont progressé de 15% par rapport à 2023. Mais les crédits à l'habitat sont par contre en recul. Dans une conjoncture favorable, les entreprises ont fait part de leur intention d'investir à l'horizon d'un an. 59% des entreprises analysées par l'IOM en 2024 ont une cote favorable. On le voit à travers les chiffres de production de crédit, on le voit au niveau des remboursements de crédit, on le voit au niveau des défaillances d'entreprises, par exemple, qui sont au plus bas. Autre point fort de l'année 2024, le secteur du tourisme qui enregistre un nouveau record de fréquentation avec 264 000 visiteurs. C'est 2000 de plus que l'année précédente. La croisière enregistre une hausse de 19% quand l'hébergement terrestre baisse de 3%. Malgré une année 2024 solide, l'incertitude plane sur l'économie polynésienne en 2025. Réforme en suspens de la fiscalité ou de la protection sociale, manque de visibilité des orientations de la politique économique ou encore le climat social viennent freiner la confiance, sans oublier les menaces internationales avec l'impact de la politique des États-Unis. Et de l'économie, on passe au sport. Oriano Tefong nous a rejoint. C'était à la sport tout de suite. Oriano Yorana. Bonsoir Sophie. Alors, on part en Nouvelle-Zélande où les championnats d'Océanie de balle trappe se sont déroulés le week-end dernier. Et malgré des conditions météo difficiles, les tireurs tahitiens ont brillé. Et oui, pluie battante, vent glacial et températures hivernales. Et pourtant, nos tireurs tahitiens n'ont pas pu être arrêtés par ces éléments à Auckland. Sur le site donc de Pukekohe, l'équipe était composée de 11 tireurs. Et sur 3 jours, ils ont décroché au total 7 médailles, dont 2 en or, 4 en argent et 1 en bronze, aussi bien en équipe qu'en individuel. Une moisson de médailles et des performances qui confirment la bonne préparation de Noeto pour les Jeux de 2027 qui, je vous rappelle, auront lieu ici au Fénois. On écoute le compte-rendu de Manu Sonker après la 2e journée de compétition. Regardez. La discipline d'aujourd'hui, single barrel, une cartouche, 25 plateaux, 4 x 25, donc 100 plateaux. Et on a encore aujourd'hui remporté par équipe la médaille d'argent. Et en individuel, deux Tahitiens, M. Philippe Choquet, médaille d'or, et moi-même, médaille d'argent. Voilà. C'est vraiment un résultat très honorable vu les scores de tous aujourd'hui. Philippe est premier, médaille d'or. Alors au scratch d'aujourd'hui, nous avons fait tous les deux un score de 90 points. Pour se départager, on a ce qu'on appelle un shoot-off. Et dès qu'il y a un shoot-off mort subite, donc dès qu'il y a un qui rate, l'autre c'est l'autre qui gagne. Donc on s'est départagé comme ça. Philippe Choquet, médaille d'or en 1 et moi-même médaille d'argent. Vu les résultats qu'on a avec la Nouvelle-Zélande, qui est la première équipe encore aujourd'hui, les résultats sont très encourageants pour la préparation et pour les Jeux du Pacifique 2027. Voilà, et un peu plus loin, en Australie, Oriano Reihere Dudes vient de franchir un cap historique pour le MMA polynésien. Et oui, c'est un rêve devenu réalité pour Here Dudes. Ce week-end, le combattant tahitien professionnel de MMA a signé avec la Professional Fighters League, qui n'est pas moins que la 2e plus grande organisation au monde derrière l'UFC. La PFL vient de lancer sa nouvelle ligue régionale appelée la PFL Pacifique, qui regroupe l'élite des combattants de cette zone. Reihere intégrera la catégorie des featherweight, c'est-à-dire les moins de 66 kilos, un contrat majeur qui marque un tournant décisif dans sa carrière et dans l'histoire du MMA polynésien, comme nous l'explique Reihere Dudes en direct depuis l'aéroport de Sydney. On l'écoute. Ouais, quand même, hein. Puis je me dis que voilà,
Moi, Taiki James, on avait commencé l'aventure en 2012. Et voilà, j'aurais jamais pensé qu'aujourd'hui, qu'on puisse arriver à ce niveau-là, quoi, hein. Même si on s'est donné les moyens, on n'a pas lâché, hein, ça n'a pas été évident, hein. Tu as toujours Taiki qui est sur le circuit là, qui commence à enchaîner les victoires. Je pense que lui aussi, ça va être pour bientôt, hein. Et les autres Haïtiens vont suivre derrière. Il y a Julian, il y a Keo qui combat la fin de mois là. Je pense vraiment que dans genre 2-3 ans, on aura plusieurs Haïtiens au PFL, voire peut-être à l'UFC aussi. Du coup, ouais, c'est un cap qu'on passe là, hein. Les Haïtiens commencent à avancer, à se faire connaître. Notre Titi, là, il commence vraiment à faire du bruit dans le monde du MMA. Et voilà, je suis content d'avoir été le premier à passer ce petit palier en fait vers le top 2 mondial. Du coup, si ça peut motiver notre jeunesse là, c'est tout bonus quoi, pour nous, tout bénéf. Pour montrer que voilà, même si on vient de Tahiti, si on se donne vraiment les moyens qu'on lâche pas, on peut arriver à faire quelque chose de bien. Et après Reihere Dudes, c'est un autre combattant qui s'apprête à représenter fièrement le Fénois. Ce sera au Sri Lanka, Oriano. C'est bien ça, Sophie. Matteo Pouillet-Osier, que vous pouvez voir ici, est un jeune boxeur de Hititoa. Et ce soir, il va faire son entrée sur le ring du Stadium Colombo pour représenter Tahiti au championnat d'Asie consacré aux moins de 22 ans. Un rendez-vous de très haut niveau. Il rassemble plus de 20 nations venues de toute l'Asie et du Pacifique, engagées chez les poids légers. Matteo disputera dès ce soir un quart de finale face à Deshan Jayasundara, représentant du Sri Lanka. Depuis 6 mois, Matteo s'entraîne à l'un des clubs de Nouvelle-Zélande les plus reconnus, l'Auckland City Kickboxing. Il sera accompagné de Doug Vainey. Le combat sera suivi en direct via la page Facebook de l'Oceana Boxing Confederation. On souhaite un bon courage à Matteo. Et c'est ainsi qu'on termine notre rubrique sportive. Sophie. Merci beaucoup, Oriano. On se retrouve jeudi prochain pour d'autres actualités. À jeudi, Sophie. Et je vous l'annonçais en titre, c'est le moment de découvrir les nouveautés du Heiva Tahiti 2025. L'événement a été dévoilé ce matin à la Maison de la Culture. Il se tiendra du 3 au 19 juillet, place Toata, et le programme est riche cette année. Les temps forts du Heiva 2025, c'est avec Liora Bonik et Désiré Teivao. Un concours prestigieux, un événement incontournable, le Heiva Tahiti 2025 s'annonce riche en spectacles. Sur scène, 23 groupes se produiront, 3000 artistes sont attendus et pour ouvrir les festivités, la traditionnelle marche sur le feu. 10 mètres de braise à parcourir, un moment spirituel et symbolique profondément ancré dans la culture polynésienne. À ce moment-là, ils vont faire un vœu, c'est leur vœu, que les dieux puissent réaliser leur vœu et que tous ceux qui sont malades à l'intérieur de leur corps, aussi bien au niveau de l'esprit, du corps, qui ont mal à un endroit, faites leur vœu n'importe lequel pour pouvoir traverser. C'est ça la profonde signification. Côté jury, les performances seront scrutées avec attention. L'un des enjeux cette année, redonner sa place au chant traditionnel, souvent éclipsé par la danse. 3 jurys ont été désignés pour cette discipline avec des attentes importantes. Jacques, le chant traditionnel retrouve ses lettres de noblesse. Et je pense qu'on est dans une nouvelle ère parce que là, on a visité un groupe de chant traditionnel où j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de jeunes. J'espère vraiment que les chants traditionnels vont avoir autant d'importance que les danses. Et une grande nouveauté cette année, le Heiva s'invite dans les maisons. Un live streaming payant sera proposé pour permettre au plus grand nombre de suivre les spectacles. Tous ceux qui ne pourront pas assister en physique sur la de spectacle au concours du Heiva Tahiti pourront de chez eux, que ce soit je pense à ceux qui sont dans les îles, à ceux qui sont à l'international, participer avec nous via ce live streaming et assister au plus grand nombre à ces festivités. Une édition qui sera marquée par la valorisation des 4 disciplines phares du Heiva. De nouveaux prix sont annoncés et quelques surprises attendent le public. Rendez-vous en juillet sur la scène Toata. Et avant le mois de juillet, les écoles de danse feront aussi leur Heiva. Rendez-vous du 28 mai au 8 juin au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. L'événement sera aussi retransmis en live streaming.
Et nous arrivons au terme de cette édition. Merci de votre fidélité au journal de TNTV. À 19h, retrouvez les émissions Moana et Toua, suivies de la série Fantasy Island. Enfin, le film de ce jeudi, Exodus, Gods and Kings. Je vous souhaite à tous une très belle soirée sur notre antenne par avance. Un excellent week-end. Prenez soin de vous. On se revoit lundi pour de nouvelles actualités. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.